Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Alors une Alia Story fraîche, on va dire, puisque apparemment il n'est pas là depuis si longtemps que ça, et pourtant il a fait beaucoup de choses. Il s'appelle Benjamin Sidbon et c'est mon invité du jour. Ça va, Benjamin? Ça va, bon prochain. Bienvenue. Merci. Alors, on vous connaît sans vous connaître, parce que on va en parler forcément. Vous êtes le papa du petit Yotam, pour qui nous sommes nombreux à avoir prié, qui a été victime lorsqu'il avait 1 an et demi d'un pigouat drissa, comme on dit, d'un attentat. À la voiture bélier. Voilà, à la voiture bélier, et ça lui a coûté son pied, voilà. Donc aujourd'hui, il a 3 ans et vous nous donnerez tout à l'heure de ses nouvelles. Alors, vous êtes ici pour nous raconter votre parcours d'Alia. Voilà, vous êtes arrivé il y a 8 ans en Israël. Et puis, aujourd'hui, vous avez bien évolué. Vous avez passé toutes les étapes, on va dire, d'un olé Hadash lambda, sauf que les vôtres, elles ont été particulières parce que vous avez fait des choix qui vous correspondaient. Alors, vous avez choisi l'Ulpan Kibbutz. C'est rare pour un jeune de 20 ans. J'ai vraiment voulu, en arrivant en Israël, me connecter. Enfin, j'ai senti que c'était vraiment la terre, etc. C'est pour moi... Vous n'étiez pas religieux, hein? Pas du tout. Je suis arrivé avec des cheveux longs jusqu'à là. Ok. Et c'est après 1 mois de kibbutz d'ailleurs que je les ai coupés. Alors, vous avez choisi, parce qu'il y a plusieurs sortes de kibbutz. Il y a les kibbutz religieux, comme on dit, puis les kibbutz non religieux, laïques. Vous avez choisi quoi? J'ai choisi un kibbutz religieux, kibbutz Yavne, à côté d'Ashdod. Mais pourtant, vous ne l'y étiez pas. C'est bizarre. Non, j'ai voulu. Je ne l'étais pas, mais je... Vous avez envie de le devenir. Exactement. Sans savoir vraiment ce que c'était. Je voulais découvrir, quoi. Pour moi, venir en Israël, c'est une terre, une identité personnelle comme globale en tant que peuple. C'est des mots ensuite qui me sont venus par la suite, mais je le savais, je le sentais. Vous saviez que déjà. vous faisiez partie d'un tout, mais ce tout, vous ne saviez pas trop ce que c'était, quoi, en fait. Exactement. Et vous avez envie de le découvrir. De découvrir, puisque je me sentais maintenant acteur d'une grande histoire, qui était celle du peuple d'Israël. Alors, vous avez toujours été passionné d'histoire depuis votre plus jeune âge, on va dire ça comme ça. Exact. Je collais des profs. Voilà. Bon, dans tout domaine, vous aimiez l'histoire. Ouais. Alors, ça a sûrement dû vous rapprocher de vos sources, clairement. Et donc, vous avez choisi le kibbutz Yavne. Comment ça s'est passé pour vous, là-bas? Très bien. Pas facile. Il n'y a rien qui est facile, de toute façon, dans une Pourquoi vie, pas dans une facile? Je partais de France, c'était fini. J'arrivais à l'Efbet à peine. Parlez pas l'hébreu, donc. Pas du tout. Par contre, j'avais un très bon anglais. Ça vous a aidé, ça, hein? Beaucoup, mais j'ai compris après un certain temps que après 1 an où j'ai beaucoup utilisé mon anglais, je me suis dit ça y est, il faut que j'arrête, sinon je n'avancerai pas en hébreu. Et mon résultat, c'était j'ai perdu l'anglais. Ah, vous avez perdu l'anglais, résultat? J'ai perdu. Vous avez gagné l'hébreu, mais vous avez perdu l'anglais. Ouais, j'ai vraiment gagné l'hébreu. Okay. Voilà. Alors, vous faites, on va dire, quelques mois à l'Ulpan Kibbutz. Vous en profitez pour faire tchouva. Alors, comment on fait tchouva en quelques mois quand on ne connaît rien, en fait? Alors, c'est ce que je vous raconte là, c'était il y a 8 ans. Je me souviens encore, j'avais un petit sidour comme ça, bleu, que j'ouvrais. Mon travail dans le kibbutz, j'étais ganan, c'est-à-dire jardinier, mais dans un kibbutz, c'est à plus grosse échelle, quoi. Ma grand-mère me demandait alors tu prends soin des fleurs, je dis non, je coupe des cactus. Voilà. Et j'étais assis à l'arrière, je me souviens du tracteur, comme ça, de dos au tracteur. J'étais assis à l'arrière et je lisais comme ça petit à petit, parce que je lisais très très mal. Je lisais comme ça dans un petit sidour, le Birkot HaShachar. Je commençais un petit à petit. Des mois, 1 ou 2 mois peut-être d'Amida qui prenait 40 minutes. Birkat Amazon, j'en parle même pas. Mais quand on fait tchouva, on a besoin de se connecter à ce besoin de prier. On a besoin de prier alors qu'on ne comprend pas l'hébreu, on ne sait pas trop ce qu'on dit quand on prie. C'est quoi? C'est
c'est le b.a.-ba de l'apprenti, l'apprenti tchouver, si j'osais dire. C'est ça, celui qui est en train de se reconnecter à soi-même. Alors, on commence par la tefila. C'est pas un peu compliqué de commencer par ça ? Pour toi, c'était ton chemin, quoi. C'était naturel. C'était ce que font le matin. C'est ce qui se passe au réveil. Donc, c'est ce qui doit se passer à l'éveil d'une personne. T'as suivi le mouvement. Ouais, petit à petit. Après, voilà, j'ai commencé aussi à lire le Tanakh, la Bible. Je sais pas si on peut dire la Bible. Ouais. Voilà. Petit à petit, j'ai commencé. En français, j'ai tout lu en quelques mois. Pour comprendre. Voilà, je voulais vraiment. Ça y est, je me suis dit, je rentre dans une histoire qui a son avenir, qui a aussi son passé. J'ai grandi avec mon père qui me racontait les histoires de la guerre des 6 jours. Ma mère qui a passé sa jeunesse aussi dans les kibbutzim israéliens. Et je pouvais pas, pour moi, c'était un package. D'accord, donc on comprend mieux comment tu es arrivé au kibbutz. Alors ensuite, tu t'es dit, bon, c'est bien, kibbutz religieux, tout ça, j'ai appris à lire, je commence, mais ça ne suffit pas, je vais aller à la yeshiva. Exactement. C'est vraiment à contre-courant toute ma famille. Personne n'est religieux chez toi. Personne. Bon, mon père fait Shabbat, met les tefilines, etc. Ah bah quand même. Oui, non, mais c'est nouveau. C'est nouveau. Peut-être. Il fait ça. Voilà, il n'y a pas de. Disons que l'étude à plein temps, l'étude à plein temps, ça veut rien dire pour voilà, c'est ça. D'accord. Donc ils t'ont pris pour un Quand extraterrestre. Complètement. C'est très mal passé. Ils ont voulu te faire revenir. Ils ont essayé. Ça n'a pas marché. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ok, donc tu rentres à la yeshiva contre l'avis de tes parents. Et qu'est-ce que ça t'apporte, cette yeshiva ? Je crois que tu rentres au Machon Meir. Exactement. Une yeshiva, j'ai déjà, première chose que j'ai toujours dit, ça m'a mis des mots sur des notions que j'avais j'ai compris ce qu'on était en tant que juif. J'ai compris quelle était l'importance de la terre d'Israël. J'ai compris quelle était l'importance de la Torah par rapport à nous, l'importance des mitzvot. Et voilà, c'était vraiment, pas un switch, c'était une autre façon de vivre, une autre façon de voir le monde. Ouais, mais j'ai pas fait de switch, j'ai pas jeté tout mon passé à la poubelle, etc. Je l'ai vraiment, je me suis dit bon, je savais pas, mais bon, voilà. Ok, alors ensuite, qu'est-ce que tu fais ? Ensuite, je suis entré à l'armée. Direct. Voilà, je m'étais bien préparé déjà à l'Yeshiva. C'est vrai qu'au Machon Meir, il y a beaucoup de personnes qui sortent de l'armée, etc. Donc, j'en ai beaucoup parlé avec eux. J'ai pas fait que ça à l'Yeshiva, mais voilà. Donc, je suis rentré à l'armée. Peu importe ce qu'on nous dit avant, et peu importe ce qu'on nous dit avant une alia, tout ce qu'on veut faire en Israël, ça se passe jamais comme prévu. Il y a toujours des choses au passage qui font que. Alors, etc. c'était quoi, toi, l'imprévu pour toi ? Et donc voilà, l'armée, au début, je m'attendais. Il y a plein de choses, tout le cadre en lui-même de l'armée, etc. Tu t'attendais à autre chose ? Ouais, mais j'étais. Bon, au final, j'ai pas été ni en bon ni en mauvais. Vraiment, Tu n'as pas été déçu, voilà. Mais tu as eu autre chose que ce qui était prévu, voilà. On va dire. Qu'est-ce que tu as fait à l'armée ? J'étais combattant. Ouais, combattant de l'unité de Golani. Voilà. Des fantassins, quoi. Ouais. Ouais. Et c'était dur ? Pas facile. Pas dur. Je veux pas dire. Tu veux pas dire dur, mais pourquoi ? Dur, c'est quand il y a pas d'autre choix. C'est facile, pas facile. C'est bon, on le fait, mais voilà quoi, on avance quand même. C'était loin d'être facile, mais j'y suis arrivé. C'est vrai qu'en tant que Chayal Boded... Ouais, c'est ça, parce que tu étais Chayal Boded. On parle souvent chez Kalita des Chayalim Bodedim, des soldats qui viennent, qui s'engagent, qui sont volontaires, qui sont seuls, sans famille. On fait souvent appel à la générosité de tous pour les accueillir, etc. Mais on ne se rend pas toujours compte de leur situation, en fait. Ça veut dire quoi être Chayal Boded sans famille en Israël ? Déjà, à l'époque, il n'y avait pas la mobilisation qu'il y avait. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de mobilisation, il y a des associations. En 2010. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Moi, je me souviens d'être
d'être à l'armée 3 semaines par mois et même un peu plus, même beaucoup plus. Enfin, de sortir une fois toutes les 3 semaines, en fait. Et pour un Shabbat, ce Shabbat-là, j'arrive à la maison, j'habite avec 3-4 choutafim. Je raconte même pas l'histoire de l'état de la maison. La promiscuité, voilà. rien décline. Il n'y a rien à manger. Y a le frigo est vide. Il faut que moi, je sorte faire mes... Il y a déjà toutes les maths bécotes sur chacune des bouteilles. Tu rêves de dormir aussi, ouais, c'est vrai. C'est pas possible parce qu'il faut faire la lessive, il faut se faire à manger aussi. Voilà. Pas simple. Il n'y a pas la petite... l'assiette qui nous attend quand on revient. Mais bon, c'est... ça... C'est pas difficile quand on est Raël Boden, quand on est invité dans une famille qu'on ne connaît pas. Souvent, je me pose la question et qu'on a envie de se jeter sur le canapé et de dormir. Après le repas, on n'ose pas le faire, évidemment. C'est vrai que c'est pas facile. Et même moi, je me sentais très gêné. Une fois, j'ai un cousin qui habite à Roma et qui m'invitait très souvent. C'est-à-dire, des fois, je l'appelais à midi pour Shabbat, ça rentrait à 4h. Il me dit, viens. Une fois, il m'a dit, je peux pas. Je lui dis, bon, c'est pas grave, je vais rester, je vais passer les Shabbat à Yeshiva. Il me dit, mais non, mais je vais t'arranger un truc, etc. Je dis, non, je me sens après... redevable, mal à l'aise. Ouais, c'est pas facile. Bon, bref, tu as passé ça aussi. Et puis, après l'armée, tu décides de retourner à la Yeshiva. Encore ? Alors là, c'était encore moins bien pris par ma famille. Ça, Là, ils se sont dit, ça y est, c'est fini, il va devenir rabbin. S'il y a quelque chose... Ah ouais, non, s'il y a quelque chose au-dessus de la cerise qu'il y a sur le gâteau, c'était ça. Voilà, ça les a achevés. C'est bizarre. Hein. Ça nous paraît bizarre parce qu'on vit Aujourd'hui, on vit dans un monde et on vit... On vit en Israël où on peut très bien aller... en Inde et revenir 6 mois à la yeshiva, ça ne choque personne. Je dirais pas ça. Mais presque. Disons que la yeshiva, ça fait partie de la vie. J'ai connu à l'armée plein de personnes qui se sont converties dans l'armée, qui sont après à la yeshiva, et de familles russes, etc. Mais des gens super sérieux, bien, etc. Mais qui... Voilà, ils sont partis à Yeshiva. Bon, les parents, ils sont restés chrétiens. Et le fils, il est allé à Yeshiva et ça se passe très bien. Ok, voilà. Alors là, je crois que ça a été vraiment le moment où tu t'es affirmé. Ouais. Je suis pas ressorti le même de l'armée. J'ai été très... Traumatisé ? Non, pas du tout. Non, au contraire. J'avais... des vraies épaules pour prendre la vie sur mon dos. Je savais vraiment... T'as rendu plus fort humainement, plus responsable. Beaucoup. J'étais plus ordonné. C'est moi qui écrivais mes emplois du temps moi-même, etc. Alors qu'avant l'armée, je n'étais pas du tout comme ça. J'étais très... Mais ça donne de l'espoir à tout le monde, c'est bien. Ah ouais, non, ça donne une rigueur personnelle, même dans le travail. Quand je suis sorti un peu, j'ai donné quelques CV après l'armée. On m'a posé la question, mais pourquoi t'as fait que 2 ans ? Parce que j'étais au Lichadash et à l'âge à laquelle je suis monté, le service, c'est 2 ans. Ah d'accord, on croyait que t'étais parti par une autre porte. Ouais. Je dis non, c'est important et Israël, les Israéliens le savent que ça donne des épaules. Voilà, quelqu'un on a un employé qui sort de l'armée, c'est pas la même chose que quelqu'un qui n'a pas fait. Voilà, surtout dans les unités combattantes. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais après ? Qu'est-ce que j'ai fait après l'armée, tu commences à bosser, j'imagine. La yeshiva, donc. L'armée, la yeshiva, tu commences à travailler. J'ai aidé un cousin à moi à gérer un restaurant au centre-ville de Jérusalem. Voilà, je m'y connaissais dans la restauration, je parlais très bien l'hébreu. Bon, c'est l'école de la débrouillardise, on va dire. En français, on appelle ça école buissonnière. L'école buissonnière, d'accord. Donc, tu t'es improvisé, on va dire, gestionnaire de resto. Ça a bien marché. Tu as fait ça pendant 6 mois. Et puis après, tu t'es dit quand même, je vais étudier. Voilà. J'ai étudié en parallèle déjà. J'ai commencé mes études en parallèle avec de ce travail, parce qu'on fait toujours plusieurs choses en même temps en Israël. Ouais, sinon, c'est pas marrant.
Ok. Et donc, tu t'es dirigé vers des études de web design, d'art graphique, etc. Et tu avais pour ambition de rentrer dans une école qui est très prestigieuse à Tel Aviv, qui s'appelle HackerU, et qui reçoit sur concours. Voilà, donc c'est pas évident, mais après, ce qui est bien, c'est que je crois que tu as un job payé en parallèle de tes études et très bien payé, donc on te place en entreprise, c'était génial pour toi, donc tu t'es dit, je vais faire le concours, et ça a marché. Je suis arrivé deuxième au concours, voilà. Et avec une histoire incroyable en plus. Voilà. Il y a eu une fuite en fait de l'examen. Il y avait quelques cours, il y avait une série de 5-6 cours, et le sixième cours, en fait, ça devait être l'examen final de ce qu'on a pris avec les 5 cours. Donc c'était un petit peu on nous donne un peu des petites notions de Photoshop, choses comme ça. Et le 6e cours, c'est vraiment, on arrive, on doit rendre un projet sur je l'ai su une semaine avant, mais le projet en question, c'était quel est... de faire la pub d'un bureau de publicitaire, d'une agence de pub en fait, c'est ça ? Une agence de design. Une agence de design, d'accord. De vendre les services d'une agence de design dans un projet final, dans une pub que tu ferais, donc, et qui serait l'épreuve du concours. Exactement. Donc tu as cette fuite, donc qu'est-ce que tu fais ? Je passe 20 heures sur Photoshop. C'est pas bien prêché. Et je l'ai su. Voilà. Donc 20 heures sur Photoshop, tu fais un truc génial. T'es fier Iron de Man toi. qui serre la main de Mickey avec un fond. Bref, voilà. Un très gros... J'étais très fier de moi. Je pars en France une semaine. Je crois même que c'était pour Pessard. D'accord. Et puis tu reviens, tu es convoqué quand tu reviens pour le concours, tu arrives, etc. Tu es dans la classe, tu sors, tu cherches ta clé USB pour montrer ton travail et... Elle n'est plus là. Je l'ai oubliée en France. Je l'ai perdue. Voilà. Donc tu te retrouves comme un idiot devant le... Voilà. Et tu n'as pas ta clé. J'ai pas ma clé. Pour présenter ton projet. Exactement. Ce que j'étais censé faire sur place, en fait. Donc tu n'as pas pu tricher. J'ai pas pu tricher. Malgré la fuite. Malgré moi. Mais c'est pas mon genre, faut le savoir. Voilà. Et pourtant, tu as gagné. Et pourtant, la deuxième place. Voilà. J'ai fait comme ce qu'on appelle... J'ai pris... à l'armée, on nous apprend vraiment que quand il y a un problème, il suffit juste de le régler. Il ne faut pas se concentrer sur le problème. Il ne faut pas laisser tomber quoi que ce soit et avancer et foncer. C'est ce que j'ai fait. J'ai peut-être 2-3 minutes, je me suis dit... tu rentres en panique et puis après, tu as géré la panique. Et après, voilà, exactement. Et j'ai vraiment réfléchi à quelle idée, etc. Quelque chose de rapide et efficace. J'ai tout simplement écrit, noir sur blanc, en Arial... si vous ne voulez pas que votre carte de visite ressemble à ça, contactez-nous. Et avec ça, tu as gagné la deuxième place. Exactement. Sur 35, avec des geeks israéliens. J'ai vu des trucs là-bas. C'est des lunettes, on dirait des... Enfin bref. Même moi, quand je suis arrivé, je me suis dit, mais avec qu'est-ce ça, que tu t'es dit, c'est foutu pour moi. Quoi. Ouais. Mais j'y suis arrivé, et voilà. Mais finalement, tu n'as pas choisi cette option. Tu as été négocié tout à fait à l'israélienne ta place dans une autre école qui s'appelle John Bryce et qui se trouvait à Jérusalem parce que tu ne voulais pas quitter Jérusalem. Et comme tu as été deuxième au concours, ils étaient ravis de t'accueillir et t'ont fait une réduction tout à fait honorable et tu as pu suivre cette formation pendant 1 an et demi. Tu as fait plein d'autres choses, évidemment, en même temps. Voilà, tu as travaillé dans des grandes sociétés. Enfin bon, tu as commencé ta carrière, on va dire, et tu en étais très content jusqu'à ce fameux jour où est arrivé cet accident qui a quand même bouleversé ta vie personnelle, on va dire, et même professionnelle, forcément. Comment on gère un truc pareil ? Je parle de l'attentat qu'a subi en fait ça vient ton comme fils d'un an et demi. Et c'est des choses qu'on choisit pas, donc ça vient comme ça vient. J'ai surtout, il y avait ma femme qui était alors enceinte de 10 semaines, qui a Baruch Hashem, on a une petite fille extraordinaire. Et elle aussi, elle est complètement traumatisée. Jusqu'à ce jour. Voilà.
Ça fait 1 an et demi qu'a eu lieu l'attentat. Aujourd'hui, ça fait Hanouka, ça faisait 2 ans. 2 ans, ok. Exactement. Elle, la maman est toujours très bouleversée, quoi. Enfin, je pense qu'elle prend plus le bus, j'imagine. Exactement. Et voilà, on a une autre. Bon, c'est sûr qu'on ne vit plus pareil. Ça va bouleverser toute notre vie, mais on fait avec. Ça n'a rien changé dans le fait, dans ton attachement à Eretz Israël, dans ton attachement au pays? Pas du tout. Ma mère m'a dit, une semaine après, elle m'a dit, mais viens, je te paye. T'aurais pas pu habiter en Australie, quelque chose comme ça. J'ai dit non. Tu me payes, je vais pas en Australie. Tu me payes, je ne retourne pas en France. Donc j'imagine que ça n'a pas dû être facile parce que votre fils Yotam a dû subir de nombreuses opérations. C'est toujours pas terminé d'ailleurs. Aujourd'hui, il a 3 ans. Exactement. Bon, il a une prothèse, mais il y a toujours. Voilà, là, on ressort. Il y a encore 2 semaines, il était au bloc pour un petit. Voilà, il y a toujours des petits trucs. C'est pas fini, quoi. Voilà, c'est loin d'être terminé. Voilà. Ouais. On avance, malgré tout. Malgré tout, il faut toujours lever la tête. Et mon fils, quand il est né, je l'ai pris dans les bras et je lui ai dit que je voulais qu'il soit vraiment le meilleur, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est des choses comme ça. Quoi qu'il arrive, c'est peu importe son caractère, c'est chacun avec son C'est vrai, enfant. Tu lui avais dit ça? Ouais. Incroyable. Il est extraordinaire. Hein. Moi, je le connais, je l'ai déjà vu. Il est vraiment trop mignon, quoi. Avec ses beaux yeux bleus. Avec ses beaux yeux bleus, ouais. Ok, donc ça a bouleversé quand même ton parcours professionnel, ce qui fait que tu t'es dit que forcément obligé de prendre du temps pour ta famille parce que c'est pas facile. Aller à l'hôpital, faire des papiers, des liens avec l'administration, on peut imaginer que c'est très compliqué. Très compliqué. C'est pas facile tous les jours, le bitoire Lioumi, c'est une vraie bataille de tous les jours. Avec sur tous les points, c'est-à-dire que ce soit avec lui, que ce soit avec les administrations, etc. C'est pas facile, mais il faut du temps pour s'en occuper, ça veut dire. Ouais, ça a dû probablement motiver le fait que tu as décidé de t'installer à ton compte. Ouais. Et ne plus de salarié. Ça m'a même propulsé. C'est-à-dire, j'ai vraiment. C'est vraiment ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est-à-dire, c'est vraiment toutes ces épreuves que j'ai eues et ça encore plus. Ça m'a vraiment renforcer mes épaules et quitte même à avoir une société que j'ai créée, un Misrat Pirsoum, une entreprise de publicité, de communication, voilà. Où tu aides les petites entreprises à se faire connaître. Exactement. Voilà. Exactement. Ça fait combien de temps que tu as créé cette structure? Ça fait 1 an, c'est tout récent, quoi. Ouais. T'es content? Tu bosses avec des Français ou avec des Israéliens? Grosse majorité avec des Israéliens. Voilà. Chez les Français, tout le monde est content. Donc, voilà. Alors l'équipe s'est étoffée déjà. Bravo. Combien vous êtes? On est pas mal. On est 6-7. 6-7. En 1 an, c'est beau. Voilà. Ça s'est construit petit à petit et j'ai des manières de travailler. J'ai demandé aussi beaucoup de conseils à des gens que je connaissais. J'ai pris beaucoup de Hanava, je sais pas comment traduire beaucoup d'humilité, en sachant vraiment, je suis sans prétention, j'ai créé ça vraiment sans prétention, sans vraiment. Alors, tu as pris des garde-fous parce que tu n'es pas parti en dépensant des frais ou en tout cas tout ton budget dans une grosse structure. Au contraire, tu as une structure légère et je crois que tu es au sein de nos locaux. Tes bureaux sont ici au Hub. Alors non pas dans la radio, non pas au studio Kalita, mais au Hub de l'emploi 10 Rehov Haravagan, en plein cœur de Jérusalem. C'était une solution qui t'a beaucoup aidé, arrangé de prendre des bureaux ici? C'est un booster. Complètement. C'est une catapulte. C'est vraiment. Alors, si le hub de l'emploi est une catapulte. Ouais. Non, je le conseille. Non, c'est-à-dire que on n'a même pas commencé à travailler que ça y est, il faut tout de suite des sorties pour un bureau qui prend
des frais fixes. Voilà, des gros frais fixes, etc. Là, c'est pour des frais moindres, on peut quand même travailler petit à petit. J'ai commencé vraiment à monter une structure, bon, Hachem, qui aujourd'hui est très belle. Après, que ce soit ici ou ailleurs, techniquement, ce dont j'ai besoin, c'est des ordinateurs et limite un Mazgan, quoi, c'est tout. Donc là, le fait que le hub existe, ça t'a aussi aidé. On est ravis pour toi, que tu puisses profiter de ces services mis en place par Kalita, qui est d'ailleurs, j'en profite pour lancer un petit appel, ceux qui ont besoin, comme Benjamin Sidbon, d'un bureau à moindre frais, vous pouvez venir ici, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, ça vous aidera probablement. Puis en plus, il y a une dynamique. Je vous vois parler de temps en temps entre entrepreneurs. C'est rigolo. C'est plus une dynamique, c'est une ambiance. Vous vous aidez entre vous, vous donnez des franchement, trucs. Ouais. Encore hier, j'ai une discussion avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment tout le monde. Ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps. Ouais, c'est beaucoup de contacts, etc. Il y a beaucoup de gens qui passent ici aussi. Bien sûr. Donc on les rencontre. C'est une manne pour nous, c'est extraordinaire. Bon. Voilà. Alors, en tout cas, Benjamin Sidbon, j'étais ravie de t'accueillir. Voilà, on te souhaite bonne chance pour ta nouvelle entreprise. Merci pour nous avoir raconté ce parcours d'Alia, d'un jeune de France qui est là seulement depuis 8 ans, qui a fait plein de choses. Un gros bisou à Yotam. Voilà, on lui souhaite de pouvoir marcher avec une prothèse très vite et de passer le moins d'opérations possible. Si il pouvait ne plus en passer du tout, ce serait formidable. En tout cas, tout Israël était derrière vous. J'imagine que vous avez dû le sentir. C'est vrai. On n'en a pas parlé, mais... C'est d'ailleurs à ce niveau-là, je veux vraiment dire qu'il ne faut pas perdre... il faut toujours croire au peuple d'Israël. Faut pas se dire eux ils sont comme ça là-bas, eux ils sont comme ça là-bas. C'est pas vrai. Au final, on a tous. Vous avez eu des témoignages de tout Israël différents. Quand j'ai entendu pendant des années que y a des radios qui sont anti-religieux, etc., et que cette radio-là m'appelle pour me dire ils arrêtent pas de faire des télim, etc. On sait plus où on est. Il y a des. Ça veut dire que les clivages, que les médias on les voit, mais ils n'existent pas. On les voit, mais ils n'existent pas, en fait. Faut pas les voir, faut pas les regarder. Faut regarder que le peuple d'Israël est un. Et si on regarde autrement, si on commence à regarder autrement, c'est ça ce qui crée les différences. Une mauvaise ambiance, j'ai envie de dire. La mauvaise ambiance, ok. Bon, alors, nous, on n'est pas pour la mauvaise ambiance, je te le dis tout de suite. Non, pas du tout. Alors, merci beaucoup d'être venu et bonne continuation. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.